Franck Ferrand nous parle de son nouveau livre. Vous aimez Au cœur de l'histoire sur Europe 1, alors ce message est pour vous. Parmi les grands récits de l'émission, j'ai choisi mes préférés et j'en ai fait un livre. Des pharaons aux cosmonautes, voici 30 aventures inoubliables des personnages hors du commun. Avec en cadeau, un CD de 4 histoires inédites. Au cœur de l'histoire, aux éditions Flammarion. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. On célèbre cette année le 40e anniversaire de la disparition de Maurice Chevalier, l'occasion pour Franck Ferrand d'évoquer l'incroyable carrière du roi du music-hall. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Vous pouvez reconnaître à mon avis ce qu'on va entendre à l'instant. Ma pomme, c'est moi, je suis plus heureux qu'un roi. Je ne me fais jamais de mousse, en douce, je me pousse. Cet accent faubourien, cette gouaille, ces airs qui roulent un peu et tout ce soleil dans la voix, c'est Maurice Chevalier. Je suis sûr que vous êtes nombreux à revoir la silhouette cambrée, le smoking bleu nuit et le canotier du grand Maurice et à vous dire, mais quelle classe! C'est vrai, quelle classe. Et tout à l'heure, vous aurez au téléphone celui qui a été le bras droit de Maurice Chevalier pendant 25 ans. Oui, et avec nous dans ce studio, nous avons le cher Jacques Pessis, la mémoire du music-hall, qui vient de préfacer la réédition des mémoires et des carnets intimes de Maurice Chevalier. Une véritable mine de souvenirs. Vous savez, je me suis plongé là-dedans hier soir en me disant, oh, je vais jeter un œil pendant 1 heure. Et en fait, je me suis couché à 2h30 du matin. Et encore, il a vraiment fallu que je me force parce que c'est tout simplement passionnant. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Janvier 1956. Aux États-Unis, où il est une fois de plus en tournée, Maurice Chevalier apprend par la radio que la célèbre Mistinguett, monstre sacré de la scène française, vient d'être frappée par une congestion cérébrale. Il est bouleversé, Maurice Chevalier, évidemment. Il se reporte par la pensée un demi-siècle ou presque en arrière, quand il était un tout jeune artiste inconnu et qu'il vivait avec elle, déjà reine du music-hall, un grand amour, une passion comme on n'en connaît jamais qu'une. Ce soir-là, dans ses carnets, Maurice écrit « Je puis bien déclarer que Mist », c'est comme ça qu'on l'appelait, vous savez, la Miss, que Mist a été avant, pendant et juste après la guerre de 14-18 la femme qui m'a apporté le plus d'amour, de joie de vivre et d'aide dans le travail. Cela a duré pendant 10 années, comprenant un arrêt de 3 ans au cours de la guerre où je fus blessé et prisonnier. À l'heure des bilans, son importance et son apport ne peuvent se comparer à rien d'autre. Elle a représenté pour moi le plus complètement que toute autre femme, l'amour, et Maurice Chevalier écrit l'amour avec un grand A. Cet amour aura existé dès le début et même peut-être avant que tout cela ne commence. Pour le tout jeune Maurice, il a 20 ans à l'époque, Mistinguett est en effet une idole avant même qu'il n'ait croisé son regard. Elle a 14 ans de plus que lui, son charisme, ses yeux troublants, ses jambes déjà célèbres font depuis longtemps tourner la tête du môme du faubourg, comme il se décrit lui-même. Tout jeune chanteur de cafecons, il a eu l'occasion de la voir danser sa fameuse valse chaloupée dans une revue du Moulin Rouge avec Max Derly. Ah, ces deux-là dansant ensemble, cette trouvaille géniale, écrira-t-il. Quel régal! Quelle jouissance! La salle était suspendue à leurs expressions, à leur corps. On en avait mal tellement c'était beau. Or, en 1909, Maurice est engagé depuis quelque temps déjà aux Folies Bergères, d'abord comme danseur et puis comme fantaisiste, et c'est là qu'il apprend l'engagement de la célèbre Mistinguett dans la prochaine revue dont il doit faire partie. En lisant cette nouvelle, dira-t-il, j'eus l'impression qu'une flamme me traversait le système et je comptais les heures qui me séparaient des répétitions où je pourrais la voir et lui parler chaque jour. Or, quelques jours plus tard, à une matinée du jeudi à l'Alhambra, il nous raconte cela lui-même. Jules et moi, écrit-il, de voir arriver dans la loge voisine la jolie Lantelle accompagnée de Mistinguett. Les deux femmes étaient seules et par hasard, Mistinguett prit la place de droite qui la trouvait ainsi accoudée tout près de moi. Nous étions simplement séparés par la mince cloison de la loge. Leur arrivée déclencha un gros mouvement de curiosité dans la salle. Elles le subirent avec une gracieuse semi-indifférence, et tout d'un coup, Mistinguett se tourna pour inspecter la loge voisine de la sienne. Nos regards se croisèrent, et j'en eus comme des vapeurs.
Instinctivement, je lui souris en inclinant la tête. Elle parut chercher dans sa mémoire, et profitant de l'occasion, je lui dis ma joie d'avoir lu son engagement aux Folies Bergères, puisque ça allait peut-être me permettre de lui servir de partenaire. Mon émotion et mes yeux devaient en dire beaucoup plus que mes paroles, car son regard, qui déjà me troublait bien suffisamment, se compliqua d'une lueur d'amusement malicieux. « Sous quel nom jouez-vous, monsieur ?»« Chevalier, mademoiselle. »« Ah, c'est vous, chevalier !» Son inspection se fit plus complète. « On m'a beaucoup parlé de vous. Fiers m'a même promis de vous donner à moi comme partenaire. » Je bégayai encore quelques mots, puis sur une gracieuse expression de son attirant visage, nos yeux se séparèrent, déjà sympathisants, pour regarder ce qui se passait sur la scène de l'Alhambra. Finalement, la date de la première répétition arrive et toute la troupe se retrouve sur la scène des Folies pour la distribution des rôles. Le cœur de Maurice bat la chamade quand on annonce qu'on va distribuer les rôles pour la scène de Mistinguett. « Chevalier !» appelle le directeur de la revue. « Vous connaissez mademoiselle Mistinguett ?»« Ah oui, monsieur, j'ai eu le plaisir. Bon, eh bien, vous allez jouer tous les deux la principale scène comique de la revue. Cette scène a pour titre la valse renversante, je vais vous l'expliquer. » Et à ce moment-là, on décrit la scène. Alors d'abord, il y a un dialogue comique entre les deux. Et puis, alors quand je dis dialogue comique, pour les 9/10, en fait, c'est Mistinguett qui parle. Et puis, il y a une dispute où elle passe son temps à gifler à tour de bras le gamin qui ne répond pas. Donc en fait, c'est un rôle où il faut surtout encaisser des coups, disons les choses. C'est peut-être pour ça qu'on a pris quelqu'un qui par ailleurs est boxeur. Car il est boxeur, Maurice Chevalier, on va en dire un mot dans un instant. La scène se termine par une danse enlacée. Alors on fait tomber tout. Les chaises, les tables, le buffet, tout doit tomber. C'est assez comique, hein, bien entendu. Et on continue à valser, on continue comme ça. Les deux danseurs continuent à tourner. Ils s'enroulent dans un tapis et finalement, ils valsent dans l'autre sens pour dérouler le tapis. Ils finissent par disparaître par la fenêtre du décor. Il fut convenu, écrira Maurice Chevalier dans ses mémoires, que nous aurions la scène à notre disposition pour répéter avec Mist dès le lendemain matin de 11h à midi et ainsi chaque jour. Pas de danger que je fusse en retard. J'étais prêt en costume de répétition à l'arrivée de la grande vedette. Elle vint portant un élégant tailleur, sobre et chic, qu'elle changea rapidement en un coquet costume de travail et les répétitions les plus adorables commencèrent. Quelle femme, quelle nature, quel tempérament, quel amusement dans l'effort. Sa ténacité blagueuse jusqu'à ce qu'elle eût réussi le pas, l'exercice qu'elle cherchait, me remplissait d'étonnement admiratif. Une camaraderie de gens du peuple nous mit de suite en harmonie. Elle, la grande Mistinguett, dès l'abord, s'était mise à mon niveau. Je n'éprouvais avec elle aucune gêne de n'être que ce que j'étais. Bien mieux, je m'aperçus rapidement que mes plaisanteries de Gavroche, à peine désengavrochées, la faisaient éclater d'un rire heureux. Elle m'assurait que dans son milieu actuel, on ne riait jamais aussi franchement. On y faisait, disait-elle, trop d'esprit et pas assez de gaieté. Les répétitions s'enchaînent, bien entendu, et ça va être le début d'un grand amour. Maurice n'ose pas encore s'avouer qu'il est simplement dingue de la Mist. Notre danse, écrira-t-il, nos acrobaties se réalisaient si facilement que nous étions bien obligés de nous sentir professionnellement en accord. Ajoutez à cela que nous parlions la même langue, et là il redéveloppe cette histoire de langue des faubourgs. Ils finissent par s'enrouler comme prévu dans le tapis, qu'ils devaient, malgré mon silence, sortir de mon corps des effluves lorsque je la tenais enlacée, serrée contre moi, écrit-il. Et tout cela vous fera comprendre qu'un beau jour, au cours d'une répétition de notre danse, lorsque collés à moi nous nous enroulâmes dans le fameux tapis, séparés ainsi du reste du monde, nous nous trouvâmes tout naturellement et sans parler, nous avouer l'un à l'autre de la manière la plus précise qu'il n'y avait pas besoin de chercher l'amour ailleurs. Charmante, qui possède une âme innocente. En elle tout est poésie. Elle répond au joli nom d'Aspasie.
C'est une gamine charmante sur Europe 1, extrait de l'opérette Fifi d'Henri Christinet, Franck. Alors, cet amour entre Maurice Chevalier et Mistinguett paraît démarrer très fort. Et puis, néanmoins, avant qu'elle ne commence vraiment les soirées à la revue des Folies Bergères, elle a encore quelques engagements à assurer au Théâtre des Variétés. Et elle invite Maurice Chevalier, qui va avec un copain. Les deux gamins sont dans la salle, ils voient Mistinguett, alors il a les yeux qui lui sortent littéralement de la tête. Et après, dit-il, elle me reçut très gracieusement, sans effusion, dans sa loge. « Venez, il faut que je vous présente à Max Derly, dit-elle. » Alors là, tout s'écroule d'un seul coup. « À qui j'ai parlé de vous, et qui vous a déjà vu l'année dernière aux Folies. » « Aïe, aïe, aïe !» écrit Maurice Chevalier. « Je n'avais pas pensé à cela. Me trouvant devant cet homme lui parler, un genre de trac me comprima l'estomac. » « Quel âge avez-vous, jeune chevalier ?»« 22 ans, monsieur Max Derly. » Il sourit et me regarda, puis son œil spirituel se posa sur Mist comme pour la prendre à témoin de la protestation qu'il allait formuler de sa voix rauque. 22 ans. Et dire qu'il y a encore des gens qui ont 22 ans, c'est un scandale. Je ne revis Mist que le lendemain à la répétition, car la fin de la soirée ne la trouvait plus libre. On venait la chercher, on allait souper avec elle, soit chez Viel, soit chez Maxims, et puis on rentrait certainement avec elle dans cet appartement du boulevard des Capucines dont je connaissais déjà si bien l'emplacement du balcon et des fenêtres pour, du trottoir d'en face, les avoir si souvent regardés comme le plus beau des paysages. Maurice aurait tort de pleurer. Ses premières entraves, en fait, ne vont faire qu'attiser en lui une passion que par la suite, la proximité de ce numéro quotidien ne va que faciliter. La passion, cependant, vous savez, ça va rarement sans inquiétude, sans jalousie, crise, ennui parfois, ni sans vertige. Et Maurice, lorsqu'il repensera plus tard à ses amours avec Mistinguett, oubliera peut-être un peu vite tous ces nuages qui n'ont cessé d'obscurcir leur ciel. Ce qui est certain, c'est que Mistinguett, grâce à son expérience, va transformer Maurice Chevalier, faire de lui le grand artiste que nous connaissons. Et cela, il n'aurait bien sûr jamais songé à le nier. Survient là-dessus la guerre de 14. Alors nous allons dans un instant, en compagnie de Jacques Pessis, évoquer cette guerre et cette disparition pendant la guerre de Maurice Chevalier, les efforts incroyables de Mistinguett pour le retrouver. J'aimerais juste revenir à la fin, à la toute fin, un demi-siècle plus tard, en 1961, quand une plaque à la mémoire de Mistinguett est officiellement posée sur son ancienne maison, 24 boulevard des Capucines. Bien entendu, Maurice, il a 72 ans à cette époque, assiste à la cérémonie, seulement il a refusé délibérément de prendre la parole. « Pour moi, écrira-t-il dans ses carnets, ce moment se passait entre Mist et moi. J'ai tout revu, revécu les belles années de ma jeunesse, les jours, les nuits près d'elle, avec elle, contre elle, dans cette maison qui, alors, représentait pour le faubourien que j'étais encore le luxe, le succès, l'amour. J'ai revu la Mist sur la scène de l'Eldorado en 1903, lorsqu'enfant je la désirais déjà du haut de la 3e galerie. Je l'ai revue à mon bras, dans mes bras, plus tard. C'était très tendre, très reconnaissant, c'était très pur. » L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et avec votre invité aujourd'hui sur Europe 1, Franck Jacques Pessis, qui vient de préfacer la réédition des mémoires et des carnets intimes de Maurice Chevalier. C'est aux éditions Omnibus, car nous nous intéressons au roi du music-hall. Eh oui, à Maurice Chevalier. On ne présente pas Jacques Pessis, mais on l'accueille toujours avec grand plaisir. Bonjour Jacques, merci d'être le nôtre. Alors, je disais qu'en 1914, Maurice Chevalier était rattrapé par l'actualité. L'actualité de l'époque, c'était évidemment la Première Guerre mondiale. Le voilà qui part. Ce sont des adieux déchirants sur le quai de la gare. Un baiser ininterrompu avec Mistinguett. Les yeux grands ouverts, dira-t-il. Ils se disent adieu. Et c'est un véritable adieu parce que pendant plusieurs mois, elle ne va plus entendre parler de lui. Et un jour, elle reçoit un télégramme de la mère de Maurice Chevalier, qu'on surnomme La Louque, et qui lui dit « Maurice a disparu, il est porté disparu ». Oui, car il avait été blessé sur le front et il a été arrêté ensuite dans l'hôpital où il se trouvait par les Allemands. Il s'est retrouvé dans un camp, Alten-Grabo, où il va passer près d'1 an et demi. Et d'ailleurs, c'est dans ce camp pour s'occuper qu'il va apprendre l'anglais, sans imaginer un jour que ça fera sa carrière. Exactement. Et Mistinguett, apprenant cela, décide
de le sortir de ce camp. Et pour ça, elle fait appel à la seule personne qu'elle connaisse qui puisse être utile, le roi Alphonse XIII. Quand même, oui, Ouais, rien que ça. mais, Le roi voilà. d'Espagne. Mais elle était très proche de lui, comme beaucoup d'autres. Et Alphonse, disait-elle, ne peut rien me refuser. Et c'est comme ça que Alphonse XIII est intervenu et que Maurice Chevalier a pu sortir de prison et du camp en 1907, c'est-à-dire 2 ans avant la fin de la guerre. Et qu'il a pu reprendre sa carrière ensuite, tout de suite, avec Mistinguett pendant 3 ans avant leur séparation. Alors, on peut penser qu'au moment de la libération de Maurice Chevalier, les amours de Mistinguett et de Maurice sont au zénith. En fait, elles sont déjà sur le déclin. La passion est déjà un peu passée. C'est la fin de leur belle histoire. Hein. Oui, car maintenant, on parle de rivalité. C'est-à-dire que grâce à Mistinguett, Maurice Chevalier est maintenant un artiste complet. Il a tout appris, la danse, la scène, la tenue, comment parler au public. Et il devient presque aussi vedette. Et le problème, ça fait 2 têtes d'affiche. Et ça, Mistinguett ne le supporte pas. Et finalement, Maurice Chevalier ne va pas avoir d'autre solution que d'aller passer un jour 3 mois à Londres, où il a un contrat avec une vedette anglaise qui s'appelle Elsie Janis. Et là, il va découvrir sur scène les artistes portant un smoking. Et c'est là qu'il va avoir l'idée de s'habiller autrement. Il va revenir à Paris faire une dernière revue au Casino avec Mistinguett. Et après, la séparation va être définitive. Mais une profonde affection va rester entre ces 2 artistes. On va entendre dans un instant Maurice Chevalier chanter en anglais. Qu'est-ce qui l'a décidé à traverser l'Atlantique ? On lui a proposé et il avait l'instinct, Maurice Chevalier. Le cinéma parlant arrivait et il s'est dit, pourquoi pas. De toute façon, si ça marche pas, j'aurais fait un beau voyage. Il était allé quelques mois plus tôt aux États-Unis. Il avait repéré déjà ce qui se passait. Et si ça marche, on verra bien. Et ça a été un énorme triomphe. Et aujourd'hui encore, quand on arrive en Angleterre ou aux États-Unis avec un accent particulier, on dit, vous avez l'accent de Maurice Chevalier. Mais ce qui est incroyable, c'est que bien sûr que Maurice Chevalier reste une gloire en France, même si on en parle relativement peu. Et c'est bien que cet anniversaire, cette réédition permette de le remettre à la mode en quelque sorte. Mais aux États-Unis, alors oui, il n'a jamais quitté le sommet. Il est aujourd'hui encore sans doute le Français le plus connu avec le général de Gaulle, mettons. Oui, et quand on parle de Paris, on cite aux États-Unis la Tour Eiffel et Maurice Chevalier. C'est le symbole, avec son canotier. Et puis il est devenu presque aussi américain que français finalement, mais c'était le plus français de tous les Américains. Ah, largement. Largement. Il n'y avait pas plus français que lui, mais en même temps, là, on aimait la France, on n'aimait pas Rivière-Lumière, il en était le symbole. Ce symbole, nous l'écoutons quelques instants. Chevalier, fantaisiste, danseur, j'ai dit boxeur, tiens, il faudra qu'on en dise un mot tout à l'heure. Et puis fantaisiste, bon bien sûr, mais chanteur presque unique dans son genre, avec cet accent tellement spécifique, ça c'est très incroyable. Cet accent, il ne l'a pas inventé, c'était le sien tout simplement. Il est né à Ménilmontant, dans la misère, et il a grandi avec cet accent. Est-ce qu'on peut dire dans la misère, dans une grande simplicité? Oui, mais il y a eu des périodes où sa mère, qui était passementière, la louque, qui s'appelait Joséphine, avait beaucoup de difficultés. Elle a eu 9 enfants, 3 sont restés vivants, dont Maurice, et pour l'élever, c'était pas facile, parce qu'elle a été malade, le mari est parti alcoolique. Le mari était peintre en bâtiment. Oui, il a totalement disparu de la vie. Et Maurice avait tellement peu d'argent à une époque qu'à la place de la chemise, il mettait des morceaux de carton pour avoir chaud l'hiver. Et il a commencé sur scène à 11 ans. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a commencé à observer les autres artistes de l'époque, Dranem, Mayol, Paulin, et il s'est inspiré d'eux pour mettre au point un numéro de music-hall. Et à 18 ans, il était déjà vedette dans un style qui n'a rien à voir avec celui qu'on connaît aujourd'hui. Parce qu'il a toujours su évoluer avec son temps. On a des photos qui sont assez étonnantes. On lui fait des mimiques assez étranges à l'époque où il a 17-18 ans comme ça. Ah oui, des mimiques de fantaisiste. Un comique de café-concert. Mais après, il va évoluer. Il voit ce qui se passe à Londres, aux États-Unis, et jusqu'à la fin de sa vie, quand en 35 il revient à Paris, Mireille et Jean Nohain sont au sommet de leur gloire. Il prend une chanson de Mireille et Jean Nohain quand un vicomte. Il découvre Charles Trenet et il est le premier à créer Il y a de la joie. C'est ça. Il y a de la joie interprétée par Maurice Chevalier. La grande chanson qui, en 1935, est sur toutes les lèvres, évidemment, c'est Prosper. On va écouter Prosper. Film, il danse, il se contorsionne de façon incroyable. Et il a été danseur jusqu'au bout, il l'entretenait son corps en permanence. Il va inspirer un certain nombre de grands danseurs américains, du reste, qui vont avoir un peu cette espèce de cambrure et de démarche à la Maurice Chevalier. Il est l'artiste le plus imité dans les années 50 aux États-Unis. Tout le monde parle de Maurice Chevalier, tout le monde l'imite. Alors, évidemment, lorsque survient la Deuxième Guerre mondiale, il est la plus grande vedette française, de très loin.
loin et tout le monde le regarde de très près. Que va-t-il faire? Est-ce que, étant donné qu'il est devenu une star aux États-Unis, est-ce qu'il va repartir pour les États-Unis? Et non. En pleine occupation, il continue, il reste en France, il est là, toujours. Oui. Son ami Charles Boyer, qui est une star aussi aux États-Unis, lui propose d'aller vivre là-bas. Il dit non, mon devoir est de rester en France. Et ça va lui coûter très cher. Lorsque la mère est malade, on reste à son chevet, dit-il. Et quand il parle de la mère, chez lui, c'est très important parce que sa propre mère a joué un rôle tellement important dans sa vie. Hein. C'est presque une religion, on peut dire. C'est indispensable. La Louque, il avait fait une statue de la Louque qui était dans son jardin, dans sa propriété. Ouais, c'est quand même extraordinaire. Alors, il reste donc à Paris et ça, on va le lui reprocher, bien entendu. Oui, parce qu'il se trouve qu'il chante au Casino de Paris, il fait une déclaration sur Radio Paris et naturellement, l'occupant s'en sert pour faire croire que Maurice Chevalier est du côté de Vichy et de la Gestapo. Donc, il est désespéré quand il s'en rend compte, il va s'enfermer chez lui et ne plus sortir, mais le mal est fait et la rumeur va aller à Londres et finalement, c'est Pierre Dac qui va faire une chanson et tout ça, ça fait de mauvais français. On va faire comprendre à Pierre Londres, Dac qui est à Radio Londres, qui est l'un des Français qui parle au français, il me l'a d'ailleurs raconté et il dit on m'a induit en erreur. Finalement, ils se sont réconciliés après la guerre car c'était un faux bruit et Maurice Chevalier, lorsqu'il y a eu la fin de l'occupation, il a été vraiment acquitté de tout. Il n'a pas eu un jour de blâme par les comités d'épuration, au contraire de beaucoup d'artistes. Part en plusieurs volumes et puis il y a ces carnets incroyables dans lesquels il note pas jour après jour, mais très fréquemment, les rencontres qu'il fait, les déjeuners qu'il organise dans sa belle maison de Marne-la-Coquette, donc qu'il a appelé La Louque, du surnom de sa mère, et où il reçoit, mais alors vraiment, le tout Paris de l'époque, c'est fascinant, hein, les relations de Maurice Chevalier. Mais il connaît tout le monde parce qu'il s'intéresse aussi bien à la littérature qu'à la peinture. La maison est encore intacte aujourd'hui puisque sa veuve, Odette Méliès, a tout conservé en état. Et dans la bibliothèque, près de son bureau, il y a des livres dédicacés de Colette, il y a tous les classiques qu'on peut imaginer, et il y a des tableaux car il adorait la peinture, il était proche du trio et il était un passionné, c'était un homme très cultivé, beaucoup plus que certains peuvent l'imaginer. Parmi les amis de Maurice Chevalier, on ne trouve pas seulement des chanteurs, des acteurs de cinéma ou des personnalités du show business, il entretiendra, vous le dites, des relations suivies et même de plus en plus suivies à mesure que l'âge viendra avec le monde littéraire, notamment André Mauroy, Francis Carco, Colette, Jean Cocteau, Louise de Villemorin, sa Darling Louise comme il l'appelle, et puis André Gide avec lequel il aura entretenu une longue correspondance jusqu'à la mort du prix Nobel en 1951. Enfin, et c'est sur cette relation privilégiée que j'aimerais m'appesantir un peu, Maurice Chevalier a rencontré par l'intermédiaire de l'actrice Gisèle Boyer, qui est productrice à l'ORTF à l'époque, le grand écrivain Marcel Jouandeau, l'auteur de Chaminadour, le mari acariâtre, on sait, mais qui est aussi écrivain sulfureux, parce que dans une époque, on peut dire très peu propice à ce genre de confidence, il n'a pas fait mystère de son attirance physique pour les hommes. Et dans son livre, Maurice Chevalier, le chéri de ces dames, Bernard Longeon raconte cette singulière amitié entre l'homme à femme qu'est Maurice Chevalier et l'homme à homme qu'est Marcel Jouandeau. Et ils se sont retrouvés, si je puis dire, autour des réflexions sur la vieillesse et la mort. L'un des derniers ouvrages de Jouandeau qui marque dans son œuvre une inflexion de sa vision du monde. Hein. On est à une époque où Jouandeau devient une sorte de sage, de référence de sagesse. Cher Maurice Chevalier, lui écrit-il, ce livre ne vous a éloigné de moi que pour permettre aux suivants de nous rapprocher davantage, bien amicalement. Pourquoi ce livre vous a éloigné de moi, écrit-il dans la dédicace qu'il réserve à Maurice Chevalier dans un ouvrage suivant? C'est parce que Chevalier s'est montré d'emblée très critique à l'égard de ce premier livre. Il annote l'ouvrage, il souligne en rouge certains paragraphes et il se permet de dire à Jouandeau ce qui lui paraît convenable et ce qui ne lui va
va pas. Jouando envoie donc au chanteur son ouvrage suivant, Réflexions sur la vie et le bonheur, avec une dédicace qui est datée de Noël 59. Et là voilà cette dédicace pour Maurice Chevalier. Me voici bien intimidé. Ce que vous avez dit sur mes réflexions sur la vieillesse et la mort ne m'avait pas échappé. Puissent ces réflexions sur la vie et le bonheur vous donner l'occasion de me faire quelques reproches utiles. Je les préfère à toutes les louanges, on s'y instruit. Je ne vous dis rien de mon admiration qui serait superflue si elle n'était sincère. J'aime la joie et la tendresse et vous êtes l'un de leurs ministres. Et c'est signé Marcel Jouandeau. Ce qui est extraordinaire, c'est que les mois, les semaines passent et les deux auteurs, parce qu'à cette époque-là, Maurice Chevalier est déjà l'auteur de mémoires très célèbres et très lus, les deux auteurs échangent des réflexions tout à fait intéressantes. Par exemple, 7 avril 1960, de Sydney, où se trouve à ce moment-là en grande tournée Maurice Chevalier, « J'ai trouvé avec vous mon écrivain », lui écrit Chevalier. Du côté vie, expérience amoureuse et tout le diable et son train, si j'ose dire, j'en ai tant vu, tant frôlé dans tous les genres de monde et de sexe que rien ne peut m'étonner de vos touchantes confessions. Ma vie a été plus physique que cérébrale. Le 11 mai 1960, il est revenu à ce moment-là à Marne-la-Coquette. Maurice Chevalier le remercie de ses encouragements à écrire, parce que Jouandeau lui dit « Mais vous devez continuer, vous devez noter, vous devez écrire, vous en avez la capacité et la verve ». Le 25 mai 1960, j'ai eu de diverses personnes la bonne nouvelle que nos débuts de duettistes avaient été bien reçus à la télévision française, lui dit-il. C'est vrai qu'on commence à savoir que les deux sont amis. Et le 3 août 1960, c'est moi qui m'étonnais de ne rien recevoir de vous, au point que je commençais à m'inquiéter d'avoir dans votre ménage un rôle un peu ingrat. Je n'ai rien contre votre femme et pour tout dire, je préférerais vous revoir tous deux ou trois que de ne plus vous revoir du tout. C'est quand même assez extraordinaire, cette amitié entre Maurice Chevalier et Marcel Jouandeau. Qui aurait pu dire ça? C'est assez étonnant, Jacques Pessis. Mais il avait un profond respect pour les écrivains et pour les littéraires. Encore une fois, Colette, dont il a été très proche jusqu'à la fin, il l'avait comme artiste de musical à ses débuts. Et ils avaient créé un lien total entre eux, et ce lien est resté car il y avait des bases. Et finalement, Marcel Jouandeau aimait aussi les artistes, et Maurice Chevalier était au-delà d'un chanteur, il représentait la joie, tout ce qu'on veut, mais c'était un être qui n'avait jamais été à l'école et qui avait tout appris par lui-même. Et il apprenait de plus en plus, et jusqu'à la fin de sa vie, il a continué à apprendre. Oui. Il aimait réunir autour de lui des gens d'esprit, disons-le, et les réunions à la Louque, donc à Marne-la-Coquette, étaient tout sauf ennuyeuses, semble-t-il. Oui, parce qu'il y avait tous les fantaisistes de l'époque, Charles Aznavour qui débutait, qu'il avait été le premier à repérer, alors que personne ne voyait Aznavour. Il y avait Bécaud, Roger Pierre et Jean-Marc Thibault, pour lesquels il avait une profonde admiration, Sacha Distel, qu'il considérait comme un disciple, tout le monde Philippe passait... Bouvard, Jean Piat, etc. Frédéric Hébrard, débutante, tous les gens passaient par la Louque un jour ou l'autre, étaient invités à déjeuner, et on riait beaucoup autour d'une table immense. Alors il était spécial consacré aujourd'hui à Maurice Chevalier. D'ailleurs, n'hésitez pas à réagir, à poser des questions si vous le souhaitez sur le site d'Europe 1. C'est le www.europe1.fr, Franck. Et nous avons en ligne donc François Valls, qui pendant 23 ans a été le bras droit de Maurice Chevalier. Bonjour Monsieur Valls. Bonjour Monsieur Ferrand. Merci beaucoup de nous parler comme ça au téléphone. Écoutez, Monsieur Ferrand, c'est moi qui dois vous remercier, parce que vous m'appelez ici à Pornichet, dans la Loire-Atlantique, où nous préparons le 40e anniversaire de Maurice Chevalier, la disparition de Maurice, et nous allons faire une année 2012 qui sera
consacrer un peu à Maurice dans toutes sortes de manifestations. Feux d'artifice, thé dansant. Enfin, il y aura beaucoup de Maurice Chevalier dans l'année 2012. Et le fait que vous m'appeliez au nom d'Europe 1 ce matin, c'est formidable pour moi. Vous contribuez au succès de ces manifestations. Je disais que dès 1963, Europe numéro 1 avait fait une journée spéciale, Maurice Chevalier. Il y avait chez Maurice Chevalier un mélange d'une très grande humilité et modestie. Il était très impressionné, par exemple, lorsqu'on l'invite à Harvard à s'exprimer devant les étudiants américains. Exactement. Et en même temps, une très grande fierté de tous ces honneurs qu'on lui rendait en permanence. Bien sûr, ben oui, vous citez l'exemple du triomphe que Maurice, après m'avoir presque un petit peu, excusez-moi, entre guillemets, engueulé, parce que j'avais dit au président de l'université que Maurice allait venir répondre aux questions des étudiants. Il avait peur, lui qui n'avait que son certificat d'études, devant la crème des étudiants internationaux de l'université d'Harvard, et aussi pour qu'il montre un petit peu son ingénuité et sa simplicité, c'est que le jour où Walt Disney nous a présenté son studio à Burbank en Californie, à la fin de la visite, il nous a amenés dans son bureau, où sur le bureau de Walt Disney, il y avait bien sûr des photos de famille, et derrière, il y avait une grande sympathie pour Walt Disney. Du président Eisenhower et de Maurice. Ah oui. Et Maurice ne pouvait pas penser que c'était possible. Ça lui semblait pas possible qu'il soit aux côtés du général Eisenhower. Voilà. Il raconte qu'un jour, le général Eisenhower le croise dans un restaurant aux États-Unis et le fait venir à sa table. Il est tout à fait, il est sidéré. De même, quand il est reçu à l'Élysée par le général de Gaulle, il s'attend à une grande réception, une sorte de cocktail avec tous les artistes de l'époque, et il se rend compte qu'il est le seul artiste au milieu de personnalités politiques, etc. Au milieu de 30 grands présidents de sociétés voilà, oui. Des grands patrons, 30, et il leur a dit, messieurs, je vous présente Maurice Chevalier, qui est notre meilleur non-officiel ambassadeur dans le monde. Et d'ailleurs, le futur président Pompidou, l'année suivante, dira la même chose. Dira, voilà l'homme qu'on devrait nommer ambassadeur aux États-Unis. Exact. Et alors, écoutez, je profite de l'occasion, monsieur Ferrand, je vous remercie de tout mon cœur. Mais je voudrais en profiter pour dire un mot à Jacques Pessis, qui, je pense que dans ce retentissement qu'a le 40e anniversaire de la disparition de Maurice, joue un rôle très très important, et je le remercie bien sincèrement. Merci François. Merci beaucoup. Alors, si je peux vous ajouter quelque chose, je vous en prie. Parce qu'il y en aurait tellement de choses à vous raconter, les attaques contre Maurice pendant la guerre. Alors simplement, j'ajoute une petite précision importante au sujet de ce que Jacques Pessis a dit pendant la guerre. Maurice, était amoureux de sa compagne qui s'appelait Nita Raya, qui était juive. Comment s'appelait-elle, pardon, j'ai parlé en même temps. Voilà, et qui avait donc son papa, sa père et sa mère. Et pendant la guerre, Maurice leur a fait faire de faux papiers, les a gardés à la Bocave à Cannes pour les protéger, et parti ensuite en Dordogne pour toujours les protéger. Et à la fin en 1945, Nita Raya, qu'on avait dit morte, déportée par le radinisme de Maurice, qui n'avait pas voulu lui payer le voyage aux États-Unis alors que Maurice n'y est pas allé, Nita Raya dit ceci: je n'oublierai jamais les nuits et les journées épouvantables que Maurice a passées, non pas parce qu'il avait peur pour lui, mais parce qu'il s'était fait un devoir de protéger quelques êtres que le destin avait mis sur sa route. Voilà pourquoi Maurice a eu une vie difficile pendant l'occupation, parce qu'il fallait qu'il tienne son rôle quand même, et en même temps qu'il pense toujours à la sécurité de sa petite famille. Merci beaucoup. Alors si vous me le permettez, je termine simplement. Excusez-moi, Monsieur Ferrand, par la lettre que le général de Gaulle a envoyé à Maurice. Un extrait, voilà. C'est une lettre manuscrite où il dit voici pour moi l'occasion de vous redire non pas seulement tout l'agrément que m'a donné au long de ces années votre magnifique talent, mais aussi toute la considération que je lui porte et que je porte à votre personne, parce que votre exceptionnel rayonnement artistique a bien servi la France, et parce que vous fûtes et êtes un homme qui toujours se risque et combat. Veuillez croire, cher maître, les sentiments les plus distingués et bien dévoués. Merci beaucoup, Monsieur Ferrand, de m'avoir permis de dire cela. Merci à vous, François Valls, d'entretenir la flamme. Et je cite cette dédicace que le général de Gaulle avait notée sur une de ses photos, à la demande de Maurice Chevalier. À Monsieur Maurice Chevalier, écrivait le général, un très grand talent, un très grand effort, une très grande réussite. Jacques Pessis, on ne va pas faire de la géographie non plus. Il y avait chez Maurice Chevalier un certain nombre de petits travers. Il aimait quand même bien les applaudissements, les hommages, les honneurs, ça disons-le honnêtement. Il ne vivait que pour la scène. Ce qui est c'est extraordinaire, et ça explique sa réussite. Moi, j'ai le témoignage de certaines personnes quand il a fêté ses 80 ans au Théâtre des Champs-Élysées. Il arrivait fatigué, épuisé. Et dès qu'il mettait son canotier sur la tête, qu'il entrait en scène, c'était un jeune homme. Il rayonnait. Il avait une lumière à nul autre pareil. Et d'ailleurs, je pense qu'il a arrêté
de chanter à 80 ans parce qu'il pensait qu'il n'en serait plus capable. Il a tout refusé ensuite et s'il avait voulu, il aurait pu chanter sans problème jusqu'à 90. Et je pense qu'il est mort aussi parce que il s'ennuyait de ne plus avoir la scène à côté de lui. Oui, c'était finalement les deux grands amours de sa vie auront été sa mère, la Louque, oui, et le public. Le public et son métier qu'il adorait par-dessus tout. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous, chantez Barbara, c'est un peu cette histoire-là. C'est parfaitement adapté à Chevalier. Ça lui convient. Que devient sa maison alors, justement? Alors, sa maison, justement, il vivait à l'époque avec une dame très discrète, Odette Mélier, et elle a gardé la maison intacte. Et quand on y va aujourd'hui à Marne-la-Coquette, j'ai tourné des images là-dedans, c'est extraordinaire. On a l'impression que Maurice Chevalier va revenir le soir même. Il y a les photos au mur de la reine Elisabeth, de Grace Kelly, de Cary Grant, de Walt Disney. Vous avez les souvenirs de 60 ans de carrière, vous avez ces canotiers, ces Oscars, tout ce qu'il faut à mon avis protéger car c'est notre patrimoine, c'est l'histoire du music-hall. Vous parliez de cette soirée extraordinaire au Théâtre des Champs-Élysées. Je n'ai jamais obtenu nulle part, écrivait-il, ce que le plus éblouissant Paris qui remplissait le Théâtre des Champs-Élysées m'a décerné à cette première. Debout, toute la salle, Duc de Windsor et la Duchesse, l'abbé Gomme, monsieur et madame Hervé Alphand, monsieur Louis Armand, Marcel Pagnol, etc. Les plus grands noms de Paris se levant pour une acclamation de 5 minutes à mon entrée en scène, en toute modestie. Oui, vous lisez bien, avant que je commence à chanter. Ça l'avait ébloui qu'on l'applaudisse avant même qu'il ne pousse la première chansonnette. Je me parlais à moi-même, ne craque pas mon petit môme, ne pleure pas surtout, sois humblement digne. Ma voix se voilait par moments, ensuite l'émotion, le souffle qui n'en pouvait plus, une soirée où je me serais fait tuer pour ce monde-là. Et à la fin, mais oui, vous lisez bien, la salle de nouveau debout pour 10 minutes, criant, tendant les bras, et dans ma loge, le cirque des grands soirs avec les célèbres, écrasés, bousculés, m'embrassant, moi en sueur, je n'avais jamais vu cela pour moi, ni pour personne d'ailleurs, nulle part. La presse unanime, sans faille, sans pique, sans fiel, les plus blasés de Paris réunis, redevenus généreux, enflammés, merveilleusement humains. Oui, et le même accueil a eu lieu exactement dans tous les pays où il a chanté dans sa dernière tournée, y compris et surtout aux États-Unis. Il y a chez Maurice Chevalier, on vient de s'en rendre compte dans cet extrait et dans d'autres, un vrai talent d'écriture. Hein. Oui. Il sait écrire, vraiment. Ah, mais il a commencé par hasard pendant la guerre, ne pensant pas que ça intéresserait un éditeur. Et après, il tenait ses carnets et chaque année, il faisait un livre qui était un succès. Il y a 10 volumes, il y a beaucoup de choses dedans qu'il faut éliminer parce que c'est le quotidien. Mais il y a une matière qui est vraiment patrimoniale pour la France et qui montre combien le music-hall a été important et doit rester important en France et ailleurs. Parcours incroyable donc que celui de Maurice Chevalier. On va en parler pas mal en cette année, c'est ce que nous disait Monsieur Valls à l'instant. Il y a un certain nombre de manifestations de prévues. Il y a donc cette réédition. Maurice Chevalier dans la vie, faut pas s'en faire, ce sont les mémoires de Maurice Chevalier avec une préface de vous, Jacques Pessis, aux éditions Omnibus. Quand on dit ces mémoires, encore une fois, il y a avec les mémoires tous ces carnets. Hein, oui. Ces carnets qui étaient inédits ou qui avaient déjà... Non, qui étaient épars dans ces mémoires et que j'ai retrouvé un peu partout, mais dont j'ai fait une synthèse. Et puis Maurice Chevalier, le chéri de ces dames, de Bernard Longeon, aux éditions du Moment également. Alors ça, c'est toutes, on va dire, ce sont pas toutes d'ailleurs, mais ce sont quelques-unes des amours de Maurice Chevalier. Et je signale que au Théâtre des Deux Ânes, depuis le 9 février dernier, du mardi au samedi à 19h, on peut voir Pierre Dac, le parti d'en rire. C'est une pièce très personnelle que vous avez écrite, Jacques Pessis, sur le personnage de Pierre Dac. Oui, car je suis son légataire universel et j'ai écrit une pièce de théâtre qui se passe dans une gare qui conduit à autre lieu du côté d'ailleurs, et ça permet de raconter Pierre Dac tel qu'il était, y compris pendant la guerre, et de faire les principaux sketchs de Pierre Dac, y compris le célèbre Sarah Bindra Duval avec Europe 1 qui a été enregistré dans les années 60 avec Francis Blanche. Nous nous quittons sur quelques notes de Maurice Chevalier.